Bonjour, aujourd'hui on va continuer l'étude de la relativité. On s'est quitté dans le dernier cours en parlant de la dilatation du temps, puis je vous avais dit qu'on avait une autre preuve expérimentale qui était fournie par la désintégration des muons. OK? Euh, donc, euh, donc, on est rendu là dans les notes de cours. On dit la désintégration des muons fournit une autre preuve expérimentale de la dilatation du temps. On dit les muons sont des particules élémentaires instables produites par l'absorption de rayons cosmiques dans notre atmosphère. Dans un référentiel où ils seraient immobiles, ils ont une durée de vie de 2,2 microsecondes. Donc, ça veut dire qu'ils ont tendance à vivre 2,2 microsecondes avant de se désintégrer. Mais ce qu'on observe, c'est que quand des muons se déplacent à vitesse proche de la lumière, ils peuvent vivre même jusqu'à 15,5-16 microsecondes. OK? Donc, à quoi ça ressemble des muons, des particules élémentaires comme ça? OK? Ben, c'est quoi les rayons cosmiques à la base? Mais les rayons cosmiques, il y a plusieurs sources de rayons cosmiques. Ok, en fait, il y en a énormément. Une des principales sources de rayons cosmiques, c'est le Soleil, par exemple. Le Soleil rejette constamment des particules chargées qui vont être éjectées de la surface du Soleil souvent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, à des énergies très élevées. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une particule comme ça qui rentre dans la haute atmosphère? On appelle ça un rayon cosmique primaire ou principal. Ok. Il va entrer en collision avec des atomes présents dans l'atmosphère, des atomes d'azote, d'oxygène, ok, peu importe. Puis au moment où il va entrer en collision, il peut se produire un paquet de réactions nucléaires. Euh, puis pour comprendre ça, faut, on va revenir plus tard à ça, mais on a des règles de conservation à respecter. C'est sûr que ça respecte la conservation de l'énergie. Ok. Ça respecte aussi d'autres règles de conservation, mais dont on va parler plus tard. Mais imaginez un peu, ok. Vous avez déjà vu, puis c'est un peu plate parce qu'on on va en parler plus tard dans le cours. Là. On sait que E est égal à MC2. Ok, je vous apprendrai rien. Je vais vous apprendre d'où elle vient cette formule-là un peu, là, mais équivalence masse-énergie. Prenez une particule qui a une masse m, ok? Vous pouvez calculer une énergie qui est associée à celle-ci. Donc, prenons par exemple un électron. Ok? La masse d'un électron qui serait de 9,11 fois 10 à la moins 31 kg. Si on calcule E, qu'on fait 9,11 fois 10 à la moins 31 fois le carré de la vitesse de la lumière, puis qu'après ça, on mesure ça en électron-volt, donc on divise par 1,6 fois 10 à la moins 19 joules par électron-volt. OK? Donc ça donne des joules. Puis après ça, on le multiplie pour l'exprimer, ça donne à peu près 511 kV. OK? Donc ça, c'est la masse d'un électron. OK? En, en électron-volt. OK? Un proton, un neutron, leur masse est beaucoup plus grande, leur énergie associée à leur masse va être beaucoup plus grande, de l'ordre du milliard d'électron-volts, par exemple. OK? Donc, à chaque particule de masse m, on peut associer une énergie de masse égale à mc carré. OK? Si vous avez un rayon cosmique qui arrive avec une très haute énergie, mettons de l'ordre de la centaine de milliards d'électron-volts, OK? Ben, ce que ça fait, c'est qu'au moment où il rentre en collision avec le noyau, toute l'énergie, elle va être un peu comme si vous tirez du gun dans quelque chose. L'énergie cinétique de la particule, elle va être absorbée par le mur. Donc ici, dans le cas d'un rayon cosmique qui arrive avec une très grande énergie, qui frappe un noyau d'hélium, par exemple, un noyau d'azote, par exemple, en haute atmosphère, mais là, l'énergie doit être conservée. L'énergie ne peut pas disparaître. Donc, il va y avoir création de particules, littéralement. OK? Donc, il faut respecter des règles de conservation. Par exemple, vous ne pouvez pas faire apparaître des électrons, mais vous pouvez faire apparaître des anti-électrons puis des électrons en même temps et en nombre égal. Mais bref, c'est un peu compliqué, pas tant, mais c'est surtout que c'est un peu en avance sur ce que je vais vous enseigner plus tard dans la session. Donc, pour l'instant, ce qui est important peut-être de retenir, c'est qu'on peut créer des particules. Il y a des probabilités qu'on produise telle ou telle particule. Puis c'est sûr que
Ça ne donne pas nécessairement toujours la même chose, mais tant que l'énergie est là, il y a des probabilités que tel phénomène se produise. Puis ce qu'on va observer, par exemple, c'est que vous allez, mettons, faire apparaître un pion. Le pion va se désintégrer spontanément de rayons gamma. Le rayon gamma va aller frapper quelque chose, il va faire apparaître un électron puis un anti-électron. L'autre pion peut faire apparaître un autre pion, un rayon gamma, blablabla. Donc, il y a des possibilités, des probabilités que différents types de réactions se produisent. Mais ce que ça fait, c'est que l'énergie doit être conservée. Donc, si on calcule l'énergie de toutes les particules, ça doit donner l'énergie du rayon cosmique incident. Puis, typiquement, ce qui se passe, c'est que le rayon cosmique en très haute atmosphère va faire une gerbe de particules qui vont avoir une même direction générale, qui est la propagation, dans le fond, c'est notre vecteur quantité de mouvement, dans le fond, qui pointe toujours vers le sol. Donc, la majorité des particules va être émise vers le sol. Vous allez avoir un peu de radiation qui va être émise dans n'importe quelle direction. Puis vous allez avoir émission de rayonnement Cherenkov. Donc ça, le rayonnement Cherenkov, on avait parlé dans l'expérience de Snow. C'est-à-dire quand une particule apparaît à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière dans le milieu dans lequel elle se trouve, elle va vouloir ralentir en émettant de la lumière vers l'avant, ce qui va lui donner un petit kick vers l'arrière pour la faire ralentir. Okay? Donc, si vous voulez étudier les rayons cosmiques, en fait, c'était avant qu'on ait des accélérateurs de particules, des laboratoires qui nous permettent d'accélérer des particules, ben, on devait se contenter des particules énergétiques que la nature nous fournissait, puis ça, c'était le rayonnement cosmique qu'on étudiait vraiment plus en détail. Si on regarde comment varie l'énergie des rayons cosmiques, euh, pardon, qui nous qu'est-ce qu'on a à la surface de la Terre comme rayonnement cosmique? Okay? Ben, ça suit essentiellement une loi de puissance. Les rayons cosmiques de faible énergie, là, on parle de l'ordre du milliard d'électronvolts, sont relativement courants. Okay? Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le flux de rayons cosmiques qu'on a à la surface de la Terre, c'est environ un rayon cosmique comme ça par mètre carré par seconde qui frappe la Terre. Okay? Donc, des rayons cosmiques de l'ordre du milliard d'électronvolts. Si on monte d'ordre de grandeur, ben là, on tombe dans des événements qui sont de plus en plus rares. Donc, vous en avez, par exemple, à 1 million de milliards, à 10 à la 15 électronvolts, vous avez à peu près un événement comme ça par mètre carré par année qui se produit. Okay? Donc, déjà, c'est pas du même ordre. Puis, si vous regardez les rayons cosmiques les plus énergétiques qu'on détecte, qui transportent de l'ordre de 10 à la 20 à 10 à la 21 électronvolts, là, okay? Donc, c'est plus qu'un joule, là, on se souvient, là, okay? Donc, c'est plus d'un joule d'énergie pacté dans une particule élémentaire. Okay? C'est littéralement énorme. Okay? Là, ça n'a pas de rapport comment c'est beaucoup. Ben, vous en avez environ 1 par kilomètre carré par année. Okay? Donc, c'est sûr que si vous voulez détecter des particules comme ça, puis qu'il y en a une par kilomètre carré par année qui frappe la Terre, ben, vous êtes mieux d'être chanceux. Okay? Donc, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous faites un petit détecteur puis vous êtes excessivement patient, ou soit vous faites un plus gros détecteur. Okay? Donc, comment vous faites des détecteurs de rayons cosmiques? Ben, souvent, ce qu'on va détecter, c'est le rayonnement Cherenkov. Okay? Donc, on va construire des piscines. Okay? Donc, je dis une piscine, c'est littéralement une piscine dans laquelle, par exemple, dans cet exemple-là, on met 12 mètres cubes d'eau, 12 tonnes d'eau. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est quand la particule va rentrer dans la piscine, si elle réagit à ce moment-là, ben, elle va émettre du rayonnement Cherenkov dans la piscine. Ce rayonnement Cherenkov-là va être réfléchi par les parois, puis être réfléchi vers un tube photomultiplicateur. Okay? Donc, on dit dans la piscine, on met 3 tubes photomultiplicateurs pour être sûr qu'il y ait une certaine coïncidence, qu'on ne détecte pas juste un événement. Là. Puis, ça, c'est alimenté par des panneaux solaires. C'est complètement opaque parce qu'on ne veut pas que la lumière on veut vraiment que s'il y a de la lumière qui est détectée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est rentré là qui n'avait pas d'affaire là, entre guillemets. Une antenne GPS qui permet, puis une antenne qui permet de communiquer avec la base. Vous mettez un ordinateur, puis vous avez ça, une batterie, des panneaux solaires, merci, bonsoir. Vous dompez ça dans le milieu du champ. C'est sûr que s'il y a un événement comme ça qui se produit par kilomètre carré par année, puis que vous avez juste un détecteur comme ça, ben bonne chance, ok, pour détecter quelque chose. Ça ne marchera pas nécessairement super bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous en faites 1600 détecteurs comme ça, puis vous les répartissez sur une surface de 3000 km²,
dans le désert au Chili. OK? Donc, c'est un laboratoire à très grande échelle. Ça s'appelle le laboratoire Pierre Auger. OK? Auger qui était un des grands physiciens qui travaillait sur l'étude des rayonnements cosmiques à l'époque de Lise Meitner, entre autres, puis de plein d'autres physiciens, là, des années. Là, je suis pas bon avec les dates, même par cœur, je dirais des années 30, 20-30 à peu près. Là. OK? 1920-1930. Donc, c'est un détecteur gigantesque, là, donc vous avez plein de piscines comme ça. Puis l'objectif, c'est quoi? C'est de dire, imaginez que la lumière se répartit sur un genre de cône, OK? Voyons, comme ça ici, OK? Ben, vous voulez recueillir, si vous voulez déterminer le rayonnement, l'énergie du rayon principal, il faut que vous fassiez la somme de toute l'énergie de tous les rayons qui sont produits en bas. Donc, d'avoir le plus gros détecteur possible physiquement, c'est ça qui vous permet d'évaluer le plus précisément possible l'énergie du rayon incident. Donc, vous mettez un gros détecteur de 1600, de 3000 km², puis vous essayez de pogner tous les produits de désintégration. Donc, ça, dans les rayons cosmiques, vous avez des muons qui sont produits. Okay? Donc, un muon, c'est ça ici, un mu plus. Un muon, c'est quoi? C'est une particule instable qui a essentiellement les mêmes propriétés qu'un électron, sauf qui est plus massive qu'un électron, puis qu'elle va se désintégrer spontanément, alors qu'un électron, c'est quelque chose qui est stable. Okay? Donc, c'est un genre de gros électron radioactif, okay? Si on veut. Okay? Ça a quoi comme utilité, entre autres? Ben, ça, je suis tombé là-dessus déjà une couple d'années, en 2017. On utilise les muons parce que les muons vont être absorbés par la matière, par exemple, puis plus un environnement est dense, plus il va absorber les muons. Donc, il y a des équipes de chercheurs qui ont été installés des détecteurs de muons dans une pyramide en Égypte. OK? Donc, vous avez une grande pyramide en Égypte dans laquelle on sait qu'il y a des cavités, par exemple. Ils sont allés installer des détecteurs de muons, puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils comptaient le nombre de muons qui frappaient la plaque dans un certain intervalle de temps. Puis ce qu'ils faisaient ensuite, c'est qu'ils comparaient, par exemple, avec un détecteur qui serait à l'air libre. Donc, connaissant le flux de muons, ils vont comparer le flux de muons sans roche avec celui avec de la roche pour établir à quel point il y en a qui manquent. Puis à partir de ça, ils sont capables de dire c'est quoi l'épaisseur de roche qui est absorbée. Après, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent avec l'épaisseur de roche qu'il y a au-dessus d'eux. Fait que mettons que tu calcules qu'il y a l'équivalent de 60 mètres de roche qui a absorbé des muons, mais que tu vois que la pyramide fait 70 mètres à cet endroit-là, mais tu sais qu'il y a un 10 mètres de roche qui manque. Donc, en faisant ça de façon très précise, ils ont réussi à cartographier la présence de cavités vides à l'intérieur de la pyramide. Donc, c'est comme si on faisait une radiographie d'une pyramide. Là, okay? Sans. C'est pas invasif du tout. Là. C'est juste, vous mettez un détecteur, vous comptez des muons, vous comparez avec un autre détecteur plus loin, puis vous déplacez vos capteurs de muons dans différentes directions, vous mesurez dans plein d'orientations différentes. Puis, trois équipes de trois façons indépendantes ont montré qu'il y avait une cavité à l'intérieur de la pyramide qui n'a jamais été accédée encore. Okay? Donc, c'est de la spectroscopie. Ben, c'est un peu comme si on faisait une radiographie, mais avec des muons. Ça commence à être assez flyé, le rendu là, ok? Mais bref, c'est juste une petite application, entre guillemets, de l'imagerie muonique qu'on peut faire. Ok? Donc, ça a une certaine utilité. Ok? À quoi ça peut servir, là? Ça, c'est la question s'il fallait que tout serve à quelque chose dans la vie, la vie serait plate en tabarnak. Excusez le français, là, mais je veux dire, à un moment donné, c'est de la connaissance pour la connaissance. On ne sait pas si ça va servir ou pas dans le futur. C'est pas important. Okay? Ça fait avancer la connaissance. Je veux dire, Einstein. Donc Einstein avec la relativité, personne n'a demandé à quoi ça sert Einstein, mais pourtant ça a révolutionné la science encore à ce jour. Okay? Mais bon, revenons à notre muon. Revenons à nos muons pour faire un jeu de mots poche. Donc, on a un muon qui se déplace à 99% de la vitesse de la lumière sur 4,6 km avant de se désintégrer. Quelle est la durée de vie du muon mesurée par un observateur immobile? Donc, imaginez que vous êtes un observateur immobile à la surface de la Terre, puis que vous voyez passer un muon. Okay?
Le muon apparaît à 4,6 km d'altitude, okay, puis se rend jusqu'au bout de la montagne. Okay. Donc, parcourt 4,6 km à une vitesse de 99% de la vitesse de la lumière. Okay. Donc, combien de temps ça va y prendre pour faire ça? Okay. Donc, nous, on sait que la distance, c'est... Pardon, la vitesse, ça part bien. La vitesse, c'est la distance divisée par l'intervalle de temps. Donc, nous, on sait qu'il voyage à 99% de la vitesse de la lumière, qui parcourt 4,6 km, puis on se demande combien de temps ça va y prendre. Donc, delta T est égal à 4,6 km, 4,6 km, donc 4600 mètres, divisé par 0,99 fois 3 fois 10 à la 8, on trouve un intervalle de temps d'environ 15,5 microsecondes. Okay. Quelle est la durée de vie du muon mesurée dans son référentiel à lui? Okay. Donc, nous, on sait que ça, c'est le temps qu'on mesure, là, ça, c'est vraiment là, la montagne est là, le muon apparaît ici. Vous êtes ici, vous avez un chronomètre dans la main. Vous voyez le muon apparaître, vous pesez sur le piton, vous voyez le muon parcourir 4,6 km à 99% de la vitesse de la lumière. Vous mesurez le temps que ça y prend, vous arrêtez le chrono 15,5 microsecondes. Dans son référentiel à lui, combien de temps s'est écoulé au muon? Okay? Ben, dans son référentiel à lui, le muon, il est immobile. Okay? On sait que l'intervalle de temps, c'est gamma fois l'intervalle de temps pour un observateur en mouvement. Donc, nous, on a mesuré un intervalle de temps de 15,5 microsecondes, mais le facteur gamma à 99% de la vitesse de la lumière, okay, on l'a évalué, c'est 7,089. Okay? Vous irez voir, là, c'est la réponse qu'on a faite dans le calcul du numéro 2 juste avant. Donc, c'est 7,089 fois l'intervalle de temps t prime. Donc, on trouve que t prime est de l'ordre de 2,2 microsecondes, ce qu'on s'attend de trouver. Okay? Okay? Donc, 2,2 microsecondes. Ça, c'est la durée de vie du muon dans son propre référentiel à lui. Donc, pendant les 2,2, le muon, lui, quand il est immobile, il vit 2,2 microsecondes. C'est normal. Okay? Lui, il apparaît, il s'écoule 2,2 microsecondes, il disparaît. C'est tout. Pour lui, il n'est jamais en mouvement par rapport à lui-même, le muon. Okay? Alors, à la question C, donc, quelle est la durée de vie du muon pour un observateur immobile, 15,5 microsecondes? Quelle est la durée de vie du muon dans son référentiel à lui, 2,2 microsecondes? Quelle est la distance parcourue par le muon mesurée dans son référentiel? Et c'est là que je réalise que la question est mal posée. Okay? Parce que dans son référentiel, le muon ne parcourt aucune distance. Le muon est immobile. Okay? Qu'est-ce qu'il voit? Donc ici, là, puis ça, là, hey, je peux pas croire que j'ai oublié de corriger ça. En fait, c'est que c'est une vieille... je veux pas... c'est une vieille version de mes notes de cours. Je peux-tu écrire là-dessus? Ouais, ok. C'est pas par le muon, ok? Qu'est-ce qui... Par définition, le muon ne bouge pas, ok? Quelle est la distance parcourue par quoi? Qu'est-ce qui bouge, ok? Donc, vous avez un muon qui apparaît. Mettez-vous à la place du muon, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sol s'avancer vers lui à 99% de la vitesse de la lumière. Donc, quelle est la distance parcourue par la montagne ou par le sol dans son référentiel? OK? Donc, voyons, excusez. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit. Voyons, c'est quoi ça? C'est tombé fatigant. En tout cas. Donc, on sait que la vitesse, c'est le déplacement divisé. C'est ça que j'aime pas de. Excusez, là, je suis un petit peu déconcentré par mon ordinateur et ça me gosse parce que j'essaie de vous enseigner des affaires. Puis là, c'est purement des... OK? Donc, le muon, lui, il voit quelque chose se déplacer d'une distance delta x. Qu'est-ce qui bouge? Le sol s'approche de lui à 99% de la vitesse de la lumière. Sauf que ça ne dure pas 15,5 microsecondes. Le muon, lui, il existe pendant 2,2 microsecondes. Donc, le muon, il apparaît, il regarde sa montre, il s'écoule 2,2 microsecondes. Donc, 99% de la vitesse de la lumière pendant 2,2 microsecondes.
Donc 0,99 fois 3 fois 10 à la 8, multiplié par 2,2 fois 10 à la moins 6, ça donne un déplacement de 650 mètres environ, 649 mètres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Donc, c'est pas le muon qui s'est déplacé. Encore une fois, là, dans son référentiel, le muon ne se déplace pas. C'est la montagne qui se déplace, c'est le sol qui se déplace. Le sol avance de 650 mètres pendant ce temps-là. Donc, pourquoi? Parce que du point de vue du muon, okay, c'est la montagne qui est en mouvement. Puis comme, du point de vue du muon, la montagne est juste avancée de 650 mètres, mais ça veut dire que la montagne est écrasée. Puis même chose ici. Là, ça, là, excusez, ici. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ok, attends une seconde. Donc, ouais, excusez, je voulais le corriger encore une fois parce que c'est une vieille figure du manuel, puis je ne peux pas croire qu'ils font ça dans le manuel, ok? Dans le référentiel terrestre, qu'est-ce qu'on voit? On voit le muon apparaître puis se déplacer vers le sol. Il vit 16 du point de vue d'un observateur qui est au sol, il voit un muon vivre 16 microsecondes, parcourir 4,6 km à 99% de la vitesse de la lumière. Dans le référentiel où les muons sont immobiles, le muon ne peut pas être en mouvement. Par construction, le muon est immobile. Donc, c'est la montagne qui s'en va dans l'autre direction. Sauf que dans le référentiel où le muon est immobile, il ne vit que 2,2 microsecondes. Il voit vers lui s'approcher une montagne qui voyage à 99% de la vitesse de la lumière. Donc la montagne a à peine le temps de faire 650 mètres. Ce qu'on remarque, c'est que 4600 divisé par 650, ça donne 7,089. Donc la longueur telle que mesurée par un observateur en mouvement, c'est la longueur d'un observateur immobile divisé par le facteur gamma. Okay? Il y a contraction des longueurs. Donc, de la même façon que si vous êtes immobile et vous voyez un objet passer devant vous, le temps va sembler s'écouler plus lentement pour l'objet qui est en mouvement relativement à vous. Bien, cet objet-là va vous sembler contracté dans la direction du mouvement. Okay? Donc, si on revient à notre exemple de tantôt, okay, pourquoi on pouvait prendre 30 ans pour faire 2 millions d'années-lumière? Okay? C'est parce que quand le vaisseau accélère, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la planète s'en vient vers Andromède s'approche de notre vaisseau à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Okay? Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que ça contracte la longueur, ça la divise par le facteur gamma. Donc, si vous allez à une vitesse très très proche de la vitesse de la lumière, vous n'aurez pas 2 millions d'années-lumière à parcourir physiquement. Vous allez avoir une distance beaucoup plus courte parce que quand vous êtes en mouvement, OK, relativement, ben, quand vous êtes en mouvement, quand vous êtes immobile puis que vous voyez le reste bouger autour de vous, ben, il y a une contraction des longueurs. Donc, pour vous qui êtes dans le vaisseau, le temps s'écoule normalement, mais les distances sont contractées. Okay? Du point de vue de l'observateur qui est immobile sur Terre, la distance, c'est sûr que la distance à l'étoile qui est immobile par rapport à lui, elle reste elle. Le vaisseau est contracté, puis il va mesurer un intervalle de temps. Le temps va s'écouler plus vite. Okay? Donc le temps va sembler s'écouler plus lentement pour l'observateur qui est immobile, qui regarde quelque chose bouger. Donc l'objet qui est en mouvement va toujours avoir dilatation du temps puis contraction des longueurs qui vont être accompagnées. Okay? Donc, les deux effets vont main dans la main, okay, sont indissociables, littéralement. Okay? Donc, la contraction de longueur va de pair avec la dilatation du temps. Donc, juste pour encore préciser, c'est pour ça que notre vaisseau spatial de tantôt qui accélérait a pu parcourir une distance de 2 millions d'années-lumière en 30 ans. Okay? C'est parce qu'il n'y a pas 2 millions d'années à lumière à parcourir. Il y a 2 millions d'années-lumière divisé par gamma, donc beaucoup moins que 2 millions d'années-lumière à faire, essentiellement 30 années-lumière à faire, okay, de son point de vue à lui, à cause que son facteur gamma est très grand. Okay? Ça peut sembler weird, hein, tout ça? Donc, qu'est-ce qu'on dit ensuite? On dit, à la question 4, un astronaute se trouve dans un vaisseau spatial long de 100 mètres qui se déplace à 90% de la vitesse de la lumière par rapport à un observateur immobile sur Terre. Son rythme cardiaque est de 70 battements par minute. Donc, notre chummy, il est bien relax avec son rythme cardiaque à 70 pendant qu'il se déplace à 90% de la vitesse de la lumière par rapport à un observateur immobile sur la Terre.
Donc là, vous êtes l'observateur immobile sur la Terre, puis vous vous préoccupez de l'état de santé de votre astronaute. Fait que vous voulez mesurer son rythme cardiaque. OK? Donc, que devient son rythme cardiaque s'il est mesuré par un observateur immobile sur Terre? Bien, évidemment, il va falloir tenir compte de la dilatation du temps. OK? Pourquoi? Mais normalement, si mon astronaute a un rythme cardiaque de 70 battements par minute, ça veut dire que ça prend une minute pour faire 70 battements. Le problème, c'est que si vous êtes l'observateur immobile puis vous observez l'astronaute en mouvement, le temps est dilaté par un facteur gamma. Donc, la minute pour lui vous semble durer combien de temps? Elle vous semble durer gamma fois delta t'. Donc, elle semble durer 2,294 fois 1. On se souvient, gamma à 90% de C, c'est égal à 2,294. Ça, c'est à la question 2 ou 3, 2 qu'on avait établi ça. Okay? Vous irez refouiller dans vos notes de cours. Okay? Donc, pour mon observateur immobile, la minute que ça prend pour faire 70 battements, elle dure 2,294 minutes. Okay? Donc, c'est quoi le rythme cardiaque de mon astronaute? Ça va être 70 battements en 2,294 minutes, c'est-à-dire 30,5 battements par minute. Donc, on a l'impression que le rythme cardiaque de l'astronaute est ralenti. Okay? Quelle est la longueur du vaisseau spatial si on la mesure depuis un observateur immobile sur la Terre? Okay? Ben, le vaisseau spatial va mesurer L divisé par gamma. Okay? Va mesurer L' divisé par gamma. Donc, mon vaisseau mesure 100 mètres divisé par 2,294, c'est-à-dire environ 43,6 mètres. Okay? Donc, le vaisseau va sembler être comprimé, okay? Puis tout va s'écouler plus lentement du point de vue d'un observateur qui est immobile sur la Terre. Évidemment, si vous êtes dans le vaisseau spatial, votre vaisseau spatial n'a pas raccourci. Okay? Votre vaisseau spatial mesure toujours 100 mètres. Votre rythme cardiaque est toujours de 70. C'est si vous parlez avec le dude qui est resté immobile sur la Terre que lui, vous avez l'impression que son rythme cardiaque à lui est à 30,5 puis que la Terre, elle mesure juste, je sais pas moi, son rayon divisé par 2,294. Donc ça aussi, je vous dis, j'ai quasiment, ça me donne le goût de réécouter Interstellar parce que ça, c'est le genre d'affaires qu'ils ont essayé de simuler de façon assez convaincante dans le film Interstellar. Okay. Ce qu'on remarque, c'est que vous avez ici un décalage, un changement de fréquence. La fréquence a diminué. Okay. Donc, pourquoi c'est important ça? C'est parce que ce décalage de fréquence-là, c'est quelque chose qui se produit naturellement. Donc, si on dit que C est égal à lambda fois F, que la vitesse de la lumière qui est constante, c'est lambda fois F, si vous avez une source de lumière qui s'éloigne d'un autre objet, ben, la fréquence, il va y avoir un genre d'effet Doppler qui va se produire, qui va faire en sorte que la fréquence d'une source en mouvement va sembler diminuer. Mais comme le produit des deux doit rester constant, ça veut dire que la longueur d'onde va avoir tendance à augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on observe expérimentalement? Ce qu'on observe, c'est qu'on peut regarder, par exemple, euh, la, euh, les galaxies lointaines ont tendance à... toutes les galaxies sont composées d'hydrogène. L'hydrogène oscille dans son état fondamental tout le temps à la même fréquence. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer à la même longueur d'onde, c'est qu'on compare la longueur d'onde de référence de l'hydrogène. On trouve l'arrêt d'émission la plus présente d'une galaxie, c'est toujours la même pour toutes les galaxies. Okay? Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer que cette longueur d'onde-là, elle se décale de plus en plus vers le rouge. Donc, elle se décale de plus en plus vers des grandes longueurs d'onde au fur et à mesure que les galaxies sont éloignées. Donc, c'est une preuve expérimentale de l'expansion de l'univers ici qu'on observe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un catalogue de galaxies. C'est le catalogue tout masse. Là, je veux dire, c'est une sphère de 400 mégaparsecs de rayon. Donc, 1 mégaparsec, là, juste pour vous donner une idée, 400 mégaparsecs en années-lumière, ça donne convertir des mégaparsecs en années-lumière, 13 milliards d'années-lumière de mémoire. OK, donc 13 milliards, 1,3 milliard d'années-lumière. Excusez, ouais, c'est pas 13, 1,3 milliard d'années-lumière. Donc,
on observe des galaxies jusqu'à une distance de 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce qu'on remarque, c'est qu'on mesure ici le décalage vers le rouge. Plus les galaxies sont loin, le facteur Z, c'est le changement de longueur d'onde, si on veut. Okay? Donc, plus le changement de longueur d'onde est grand, plus la galaxie s'éloigne rapidement de nous. Okay? Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en moyenne, plus les galaxies sont loin, plus ils s'éloignent rapidement de nous. Ça, c'est une preuve expérimentale de l'expansion de l'univers. Okay? Pourquoi? Mais ça, c'était découvert par Edwin Hubble en premier. Edwin Hubble, ce qu'il remarquait, le vrai problème, c'est comment déterminer la distance d'une galaxie, mais ça, on pourra en parler en soi. L'échelle de distance dans l'univers, je pense qu'il y aurait de quoi faire un cours complet juste là-dessus. Mais euh, ce qu'on remarque expérimentalement, c'est que plus les galaxies sont loin, plus ils s'éloignent vite de nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, imaginez que vous prenez un ballon. Le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, hey, mais on est au centre de l'univers, tout le monde s'éloigne de nous de plus en plus vite. Mais c'est pas vrai. Ok? Imaginez que vous prenez, on va le faire en deux dimensions, vous prenez un ballon, un ballon de fête, là. Ok? Vous prenez le ballon pas gonflé, vous tracez des points dessus. Ok? Gonflez le ballon, qu'est-ce que vous allez remarquer? Tous les points vont s'éloigner de tous les autres points. Ok? Donc, c'est sûr que si vous vous mettez à la position d'un point en particulier, tous les points s'éloignent de lui. Donc, le réflexe, ça pourrait être de se dire, hey, on est au centre du ballon. Non, non, non. La surface, elle n'a pas de centre, là, à la limite. Là, ok? Donc, tous les points s'éloignent de tous les points. Donc, c'est juste que l'univers est isotrope. Ok? Homogène, isotrope. Il est parfaitement pareil dans toutes les directions. Ok? Plus vous êtes loin, plus vous éloignez vite. Donc, c'est une preuve que l'univers est comme en expansion. Ok? Dans quoi qui est en expansion? Ben, tu sais, de quoi qu'on parle depuis tantôt? On parle, c'est quoi la distance? C'est quoi le temps? OK? Comment connaître une distance? OK? À la base, pour avoir une mesure, faut un tape à mesurer. OK? Si je veux savoir la distance qui me sépare d'un objet, j'ai besoin d'un tape à mesurer. Si je veux mesurer la longueur, la dimension d'un vide, OK? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux prendre un tape à mesurer puis aller le mettre dedans. OK? Le problème, c'est qu'à la seconde où je mets mon tape à mesurer dans mon vide, il est plus vide. OK? Donc, comment est-ce qu'on mesure la dimension d'un vide? Et non, c'est pas une question niaiseuse, c'est une bonne question. Donc, l'univers est en expansion, on l'observe. Comment est-ce qu'on l'explique? Ça dépasse légèrement le cadre du cours ici. OK? C'est ce que j'aime toujours dire pour me sauver du trouble un petit peu. OK? Euh, Ceci dit, il y a d'autres conséquences aussi à la relativité. OK? Ah, on a une conséquence qui montre, puis ça, je n'embarquerai pas dans les détails à tous les niveaux là, parce que ça deviendrait beaucoup trop long, beaucoup trop vite. Euh, le facteur gamma apparaît à plusieurs endroits. En particulier, on a l'inertie d'un objet qui augmente avec sa masse. OK? Donc, avec sa vitesse, pardon. Donc, c'est comment on mesure l'inertie d'un objet. La mesure de l'inertie d'un objet, c'est M. OK? C'est la masse d'un objet en kilogrammes, c'est une mesure de son inertie. Ce qu'on dit, c'est plus la masse d'un objet est grande, plus c'est difficile de le mettre en mouvement. Oui, mais c'est justement ça la définition de l'inertie. Qu'est-ce que c'est que l'inertie? C'est la tendance qu'ont les objets à résister à des variations de vitesse. C'est sûr que plus ils résistent à des variations de vitesse, plus son inertie est grande. Comment on la mesure l'inertie? On utilise la masse pour mesurer l'inertie d'un objet. Okay? Donc, ce que la relativité nous apprend, c'est que la masse augmente avec la vitesse, l'inertie augmente avec la vitesse avec le facteur gamma. Donc, si vous avez un objet qui se déplace vite par rapport à un autre, okay, sa masse a tendance à augmenter, son inertie a tendance à augmenter. Quelle serait la masse d'un électron se déplaçant à vitesse de la lumière? Ben, quel est le facteur gamma d'un objet qui va à la vitesse de la lumière? 1 sur 1 moins C2 sur C2, s'il va à la vitesse V égale à C. 1 sur racine de 1 moins 1, 1 sur 0, puis temps va à l'infini. Voyons, temps va à l'infini. OK? Donc, mon facteur gamma diverge littéralement. Donc, la masse d'un objet deviendrait infinie okay, s'il se déplace à la vitesse de la lumière. Donc, c'est pour ça, en fait, que les objets qui ont une masse ne peuvent pas se déplacer à la vitesse de la lumière. Les objets massifs, les objets qui ont une masse, ne peuvent jamais atteindre la vitesse de la lumière.
parce qu'il y aurait une masse infinie à ce moment-là. Donc, une façon de voir ça, c'est quelle est la force que je dois exercer sur un objet de masse infinie pour le faire accélérer? Ben, c'est infini. Okay? Donc, il faudrait exercer une force infinie sur un objet pour le faire atteindre la vitesse de la lumière, ce qui n'a pas de sens. Okay? On ne peut pas exercer une force infinie. Okay? Donc, c'est là qu'on a deux catégories d'objets qui vont apparaître naturellement. Vous allez avoir les objets qui possèdent une inertie, qui ont une masse. Ces objets-là ne pourront jamais atteindre la vitesse de la lumière. Puis, de l'autre côté, vous avez les objets qui n'ont pas d'inertie, qui n'ont pas de masse. Okay? Essentiellement, les photons puis d'autres particules élémentaires. Donc, par exemple, les photons, c'est des particules qui n'ont pas de masse. Donc, comme eux ne possèdent pas d'inertie, ils vont voyager toujours à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez les particules massives qui voyagent jamais à la vitesse de la lumière, puis vous avez les particules qui n'ont pas de masse, qui voyagent toujours et exclusivement à la vitesse de la lumière. Okay? Donc, c'est bien important de réaliser ça. Évidemment, si la masse change, ben, les quantités de mouvement, okay, qui est un concept de mécanique classique qui fait appel à la masse, va aussi changer. Donc, c'est pour ça qu'on vous indique, comme la quantité de mouvement classique, c'est m fois v, en relativité, comme la masse dépend du facteur gamma, ben, la quantité de mouvement classique devient gamma fois m fois v. Puis on a l'énergie totale d'un objet. Comment on mesure l'énergie totale d'un objet? Ben, l'énergie totale d'un objet, c'est mc carré. Donc, c'est gamma fois m0c carré. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes complètement immobile et que votre facteur gamma est égal à 1, vous contenez quand même une quantité d'énergie E égale à m0 fois c carré. Quelle est l'énergie contenue dans 1 kg de matière? Okay? Dans 1 kg de matière, j'ai une énergie E qui est égale à m fois c carré, 1 fois 3 fois 10 à la 8 à la 2, donc 9 fois 10 à la 16 joules dans 1 kg de matière immobile. Pour mettre les choses en perspective, la dernière année où j'avais des chiffres de consommation d'énergie, la consommation d'énergie au Québec, là, la dernière fois que j'ai vu, c'était de l'ordre de 2 fois 10 à la 18 joules. Okay, ça, c'est l'énergie consommée au Québec en un an. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Mais ça veut dire que ça, c'est à peu près quoi, un facteur 20. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a environ 20 kg de matière qui disparaît. La masse du Québec disparaît okay, au rythme d'environ 20 kg par année. Okay? Donc, ça, c'est quand même pas pire. À notre échelle, à l'échelle du Soleil, par exemple, okay, le Soleil, la luminosité du Soleil, okay, la puissance émise par le Soleil, c'est de l'ordre de 10 à la 26. C'est pas grave le chiffre exact, c'est de l'ordre de 10 à la 26 watts. Okay? Donc, 10 à 26 joules à chaque seconde. Ben, 10 à la 26 joules, ça prend une masse de combien? Okay? M, C carré. Donc, ça, c'est le taux de perte de masse. Là, okay? Donc, le taux de perte de masse, c'est de l'ordre de 10 à la 26 divisé par 10 à la 17. Donc, c'est 10 à la 12 kg par seconde. Okay? Donc, pour fournir 10 à la 26 joules d'énergie à chaque seconde, il faut que la masse du Soleil diminue de 10 à la 12 kg par seconde. Vous allez dire, Christy, c'est donc bien énorme. Ben oui, c'est énorme. Okay? 10 à la 12 kg, là, c'est pas négligeable à notre échelle. Okay? Est-ce qu'on voit la masse du Soleil diminuer? Mais c'est quoi la masse du Soleil? La masse du Soleil, c'est de l'ordre de 10 à la 33 kg. Okay? La masse du Soleil de mémoire, ok. C'est de l'ordre de 10 à la 2 fois 10 à, 2 fois 10 à la 30 kg, excusez. C'est en grammes 33. C'est de l'ordre de 10 à la 30 kg. Donc, si ça change de 10 à la 12 kg à chaque seconde, ben ça change à la 18e décimale à chaque seconde. Donc, pour que ça varie de façon significative, il faut laisser ça aller sur des millions, des milliards d'années avant de voir la masse varier de façon significative ici. Okay? Donc, ouais, c'est ça. Donc, le Soleil est une machine qui transforme l'hydrogène en hélium. En faisant ça, la masse des produits après diminue.
Donc, c'est cette masse-là qui disparaît, qui se transforme sous forme de lumière et qui alimente la luminosité du Soleil. C'est le principe même à la base d'une réaction nucléaire. OK? Donc, une bombe atomique, c'est exactement ça que ça fait. Ça prend ben, ça dépend lesquelles, là, mais mettons une bombe à hydrogène, comme ça ici, Trinity. OK? Vous allez prendre essentiellement quatre noyaux de 4 protons, ok, 4 noyaux d'hydrogène. Vous allez en transformer deux en neutrons. Ok, ça, on va revenir à ça en détail. Puis vous allez les coller ensemble, ok, pour former un noyau d'hélium 4. Ok. Donc ça, c'est 4 hydrogènes qui deviennent 2 hydrogènes plus 2 neutrons. Puis vous allez coller ça ensemble pour donner 4 noyaux, un noyau d'hélium 4. Donc, si vous mettez ça sur une balance, vous remarquez que les quatre particules séparées sont plus massives que les quatre particules ensemble. Puis si vous faites la différence de masse, puis vous multipliez ça par C au carré, ça vous donne l'énergie qui est dégagée par la réaction nucléaire de fusion. Okay, dans cet exemple-là, on parle de fusion parce qu'on colle des petits atomes légers. Ça aussi, on va revenir là-dessus plus en détail quand on va parler de physique nucléaire en tant que telle, mais c'est ça qui se produit. L'équivalence entre la masse et l'énergie, c'est ce qui a mené beaucoup de physiciens puis de monde à se dire est-ce que c'est possible d'utiliser ça à l'échelle humaine? Ben oui, on en a fabriqué des réacteurs nucléaires, donc des réactions nucléaires contrôlées. On a fabriqué des bombes nucléaires, donc des réactions en chaîne incontrôlées. OK? Euh, si on mesure l'énergie totale comme étant mc carré, OK, on peut aussi euh, déterminer que l'énergie cinétique, c'est quoi? Donc, prenez un objet qui a une certaine énergie au repos égale à E0. Ajoutez-lui une quantité d'énergie cinétique égale à K, ça va lui donner une énergie totale égale à E. Nous, on a dit que l'énergie totale, c'est mc carré, puis que l'énergie au repos, c'est m0c carré. Mais on sait aussi que mc carré, c'est gamma m0. Donc, c'est pour ça qu'on a un lien avec l'énergie cinétique, là, la vitesse. Oh, excusez, là, je sais pas, mes écouteurs débarquent de temps en temps. Pardon. Donc, si j'isole K, l'énergie cinétique, j'ai gamma m0c carré moins m0c carré. Donc, j'ai gamma moins 1 fois m0c carré. OK? Donc, par conservation de l'énergie. OK? On dit à la question 7, montrer que pour un électron se déplaçant à 10 à la 6 mètres par seconde, l'équation ci-dessus donne la même énergie cinétique que l'équation classique, une demi mv carré. OK? Bon, ben, si vous le faites assez précisément, OK, vous pouvez calculer K qui est égal à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Vous multipliez ça par 9.11 fois 10 à la moins 31. Puis vous multipliez ça par 3 fois 10 à la 8 à la 2. Gardez toutes les décimales. Là, okay, là? Autrement dit, faites pas ça avec votre calculatrice, arrondissez rien. Vous allez trouver de l'ordre de 4.6 fois 10 à la moins 19. 4.56 fois 10 à la moins 19 joules. Okay? Si vous prenez une demi mv carré, une demi fois m fois v au carré, vous allez trouver 4.6 fois 10 à la moins 19 joules. Okay? Donc, ça donne la même affaire. Okay? Pourquoi ça donne la même chose? En fait, c'est pas une coïncidence. Okay? Donc, supposons que la vitesse v est faible, okay, devant 1. Okay? Donc, si j'ai le facteur gamma qui est égal à 1 moins v2 sur c2, exposé à moins 1,5, okay, vous avez peut-être vu en mathématiques que si ce terme-là est faible devant 1, si v2 sur c2 est très très petit devant 1, pour des faibles vitesses, on peut développer ça sous la forme 1 moins 1,5 fois v2 sur c2. Donc, c'est un développement en série, tout simplement, qui donne 1 plus 1,5 v2 sur c2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplacer le facteur gamma ici. Okay? Donc, mon gamma est égal à ça, mais k est égal à gamma moins 1
fois M0C2. Donc, K est égal à gamma qui est égal à 1 plus 1 demi V2 sur C2 moins 1 fois M0 fois C carré. 1 moins 1, C carré sur C carré, il me reste quoi? K est égal à 1 demi fois M fois V carré. Donc, tu sais, la formule pour l'énergie cinétique qu'on utilise depuis le début du secondaire, non, j'exagère un peu, mais y a-t-il déjà quelqu'un qui s'est demandé d'où c'est que ça venait? Tu sais, je sais, là, vous allez me dire, ouais, mais on l'a vérifié en laboratoire, ça fonctionne. Oui, ça marche. Mais c'est une approximation de la relativité restreinte. OK? Donc, je pense pas que. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire qu'on va aller vérifier avant. OK? Donc, la fameuse relation K est égal à 1 demi v carré, c'est une approximation de la relativité qui est valide quand la vitesse de la lumière quand la vitesse d'un objet est faible devant la vitesse de la lumière. Puis, un autre exemple qu'on vous donne ici, on vous dit vérifier la validité de la relation suivante. On vous donne une relation E2 est égal à P2C2 plus M02C4. On vous dit vérifier que c'est vrai. Ben, qu'est-ce qu'on a besoin pour savoir ça? On sait que E c'est MC carré ou encore gamma M0C carré, puis que P c'est MV, donc gamma M0V. OK? Donc, sachant ça, E2 va être égal à quoi? Gamma 2 M02 C4, P2 gamma 2 M02 V2 C2 plus M02 C4. Pardon. Je vais envoyer ces termes-là ensemble, puis mettre un gamma 2 en évidence. Un gamma 2 M02 pardon, en évidence. Donc, il me reste quoi? Il me reste C4 ici, moins V2C2. OK? Est égal à quoi? M2C4. Puis, qu'est-ce que j'ai fait ici? Attends une seconde. Je suis un peu mêlé là. Le gamma carré, c'est égal à 1 sur 1 moins V2 sur C2. M02, je vais mettre C4 en évidence. Il me reste quoi? 1 moins V2 sur C2. Puis ces deux termes-là disparaissent. Okay. Qui est égal à M2C4. M2C4 égale M2C4. Donc 1 égale à 1. Donc c'est ça qu'on vérifie que c'est une égalité. Okay? Donc pourquoi c'est utile? C'est parce que ça nous donne une relation entre l'énergie et la quantité de mouvement. Okay? On vérifie que c'est vrai. Donc on dit un photon dont la masse au repos est nulle a-t-il une quantité de mouvement? Mais quelle serait la quantité de mouvement transportée par un photon? C'est ça la question. Okay? Donc en classique, mon photon c'est gamma fois m fois v. Okay? Donc le facteur gamma pour un objet qui se déplace à une vitesse égale à c, on se souvient c'est infini, puis la masse d'un photon c'est 0. Donc j'aurais infini fois 0 fois v. Ça là, ça donne quoi? Indétermination. Okay? C'est quoi qu'on fait quand on a une détermination en physique, en maths, pardon? C'est quoi? On applique la règle de l'hôpital, quelque chose comme ça? Non, c'est une joke. OK. On a ici une autre relation entre l'énergie et la quantité de mouvement. OK? Donc, je vais prendre mon équation E2 égale P2C2 plus M2C4, OK? Qui est ma relation que j'ai là. Puis, je vais tout simplement mettre M égale à 0 pour un photon. Puis il va me rester E2 égale P2C2. Autrement dit, la quantité de mouvement, c'est E divisé par C, H fois F divisé par C. Ou comme F, c'est C sur lambda, H fois C sur C fois lambda. La quantité de mouvement d'un photon, c'est H sur lambda. Oh, là on a quelque chose d'intéressant. Okay? En classique, okay, en physique classique, la quantité de mouvement d'un objet, P, c'est m fois v. Si mon photon n'a pas de masse, la mécanique classique prédit que la quantité de mouvement d'un photon, c'est 0, selon la mécanique classique.
la mécanique de Newton. Ici, on a une prédiction de la relativité. La relativité selon la relativité. Donc, on a une prédiction qu'on peut aller tester. Okay? Donc, la mécanique classique me dit que les photons ne transportent pas d'énergie. La mécanique classique me dit que les photons ne transportent pas de quantité de mouvement. La relativité me dit que les photons transportent une quantité de mouvement. Donc, comment on va aller tester ça? Mais quelles sont les expériences qu'on faisait qui faisaient intervenir la quantité de mouvement? C'est les collisions. Okay? Donc, ça a pris un physicien, Compton, qui s'est dit parfait, je vais shooter des photons sur des électrons, essayer de créer des collisions entre les deux, voir qu'est-ce que ça va donner. Okay? Puis, c'est l'expérience de l'effet Compton qu'on va étudier juste après, qui a réussi à prouver, en une seule expérience, à prouver la validité du modèle du quanta, parce que ça, dans le fond, on dit, excusez là, donc on dit pour un photon, l'énergie d'un photon, c'est H fois F. Ça, c'est une prédiction du modèle du quanta d'Einstein. Puis en même temps, de dire que la quantité de mouvement est égale à E sur C, c'est une prédiction de la relativité. Donc vous avez ici une prédiction de la relativité. Puis ici, une prédiction du modèle quantique. Okay? Donc ça, c'est une formule qui cache et qui va être bonne uniquement si la théorie de la relativité est bonne, puis si la théorie du quanta est bonne aussi. Puis Compton est allé vérifier que ça, c'était valide. Fait que d'un seul coup, il a réussi à prouver que la relativité c'était bon, puis que la théorie du quanta de Einstein était bonne. Dans une seule expérience, il a réussi à finir de convaincre les derniers récalcitrants. Il y en avait beaucoup encore là, qui pensaient que tout ce qu'Einstein disait, c'était n'importe quoi. Ben, avec une expérience, Compton a réussi à montrer à la fois que la relativité était bonne et que la théorie du quanta était bonne elle aussi. Okay? Donc ça, c'est pas pour rien, on va en parler dans le prochain cours. Là. En soi, l'expérience de Compton est une des expériences les plus importantes qui a été réalisée à la suite de la théorie de la relativité d'Einstein. Okay? Juste avant qu'on se quitte, par exemple, je veux revenir sur le fait qu'on a insisté pas mal sur les limites de la théorie de la relativité restreinte. Okay? La relativité restreinte n'est valide que quand vous avez des référentiels qui sont à vitesse constante l'un par rapport à l'autre. Donc, ça ne laisse pas de place à des référentiels qui sont en accélération. Puis, où on trouve des référentiels en accélération, ben, c'est par exemple, si vous êtes dans une fusée qui accélère, par exemple. Okay? Une fusée qui accélère va simuler l'effet de la gravité. Donc, tout ce qui s'appelle gravité, c'est étudié plus par la relativité générale. Okay? Donc, on s'en va où avec ça? Okay, laisse-moi juste une petite seconde. Qui est un de mes vidéos préférées. Okay. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. C'est une autre expérience de pensée d'Einstein. It's got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Donc, ce qu'on a ici, c'est la plus grosse, des plus grosses chambres à vide dans le monde. Comme je disais, c'est utilisé pour tester, à la base, c'était utilisé pendant la guerre froide pour tester des systèmes de propulsion nucléaire. Donc, la radioactivité produit
on va en parler plus tard là, dans les prochaines semaines du rayonnement bêta, du rayonnement gamma. Bref, le rayonnement bêta est absorbé par l'aluminium, donc ils ont recouvert l'intérieur d'aluminium, mais évidemment l'aluminium c'est pas très très résistant, donc ils ont construit une coquille en béton autour. Le béton aussi aide à absorber le rayonnement gamma produit par la radioactivité. Puis en même temps, sert au niveau de la rigidité. Là. Donc, c'est important d'avoir une structure rigide parce que quand tu fais le vide, tu fais apparaître une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur. Ben, une différence de pression, ça crée une force. Okay? Donc, si la pression ambiante est de 100 kPa, ça veut dire 100 000 pascal. Donc, ça veut dire 100 000 newtons par mètre carré. C'est beaucoup là, la pression atmosphérique ambiante là, sur 1 mètre carré de surface. Vous avez l'équivalent de 100 000 newtons qui pousse là-dessus. Donc, c'est 10 000 kg essentiellement par mètre carré. Donc, c'est sûr que pour nous, on ne le sent pas, entre guillemets, parce que la pression est contrebalancée. Je veux dire, nous autres, il n'y a pas de cavité vide à l'intérieur de votre corps. Vous n'êtes pas écrapou par la pression parce que la même pression est partout la même. Mais si vous faites le vide dans l'enceinte, puis vous avez 10 000 kg par mètre carré qui pousse à l'extérieur, puis vous n'avez rien pour compenser à l'intérieur, c'est là que ça risque de s'écraser. Donc, il faut faire des structures rigides pour supporter des différences de pression de cet ordre-là. OK? On s'en va où avec ça? Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. On remonte à Galilée, qui était un des premiers à utiliser ça en détail. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. En fait, ce que Galilée faisait, c'était il étudiait dans le fond, et Newton aussi, puis Newton particulièrement après lui. Dans les travaux de Newton, la masse apparaît de façon distincte à deux endroits. Okay? Donc, on a, imaginons que vous laissez tomber une balle, okay? Sous l'action de la gravité uniquement. Okay? Vous avez son poids qui va tirer dessus. Donc, pour nous, vous avez la force gravitationnelle qui tire sur l'objet. Donc, si j'applique F égale ma à cet objet-là, okay, quelle est la force qui agit sur l'objet? C'est la force gravitationnelle. C'est quoi la grandeur de la force gravitationnelle? La force gravitationnelle, c'est G fois la masse de l'objet fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc, l'objet est attiré par la Terre. L'objet de masse petit m est attiré par la Terre de masse grand M. La force entre les deux, proportionnelle aux masses, inversement proportionnelle au carré de la distance. Si vous faites G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré, vous trouvez 9,8 mètres par seconde carré, qui est une mesure d'accélération, c'est ici. Okay? C'est ça qu'on appelle le poids d'un objet. Okay? Donc, la seule force qui tire sur l'objet, c'est son poids. Donc, c'est 9,8 fois sa masse. Mais la masse qui est ici, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Okay? C'est un peu la charge gravitationnelle. Cette masse-là ici n'a rien à faire avec le fait que l'objet soit en mouvement ou pas, premièrement. Okay? Donc, si vous êtes un objet immobile à la surface de la Terre, vous êtes quand même attiré par la Terre, vous subissez le poids, alors que pourtant, cette affaire-là n'a rien à voir avec l'inertie. Donc, cette masse-là est vraiment reliée à la gravité ici. C'est comment la masse interagit avec la gravité, purement avec la gravité. Ça n'a rien à faire avec le fait que l'objet soit en mouvement ou pas. Si on se souvient, c'est quoi l'inertie, normalement? C'est comment on résiste à des variations de vitesse, mais ça n'a rien à voir avec l'attraction gravitationnelle. Donc, vous avez cette masse-là qui est une masse d'origine gravitationnelle, vraiment là ici, du côté gauche de l'équation. À droite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez F égale ma, puis ça dit comment varie la vitesse d'un objet soumis à une force. Mais ça n'a rien à voir avec la gravité a priori. Donc ça, c'est le contraire. La masse qui est ici, c'est une masse vraiment qu'on pourrait dire inertielle. Okay? Donc, ça a rapport avec l'inertie d'un objet, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec la gravité. Donc, pousser sur un objet, il va changer de vitesse, indépendamment de la gravité.
Donc, c'est relié à l'inertie avant d'être relié à la gravité. Donc, nous, ce qu'on fait classiquement, okay, c'est dire que c'est les deux, c'est la même chose. Okay? Donc, on divise par m, puis on dit que l'accélération de tous les objets en chute libre, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Okay? Mais à l'époque de Galilée, pourquoi on faisait ça? On ne faisait pas ça. À l'époque de Galilée, ce qu'on faisait, c'était le contraire. Okay? On disait, parfait, je vais mesurer l'accélération des objets. L'accélération des objets, ça devrait être 9,8 multiplié par le rapport de ces deux quantités-là. Fait que qu'est-ce que Galilée puis Newton après lui faisaient? C'était qu'ils laissaient tomber ou rouler différents objets. Puis ils essayaient de trouver une différence d'accélération pour les différents types d'objets. Donc ils essayaient de mettre en évidence une différence entre la masse gravitationnelle puis la masse inertielle. C'est ça qui se trouvait à faire ici. Essayer de voir si les objets, on pouvait distinguer l'action de la gravité sur l'action de l'inertie. Okay? Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec ce que je suis en train de vous montrer? Bien, c'est que justement, quand on fait l'expérience, là, évidemment, dans le cas où on avait là, oui, les deux objets tombent pas au même rythme, mais c'est parce que la résistance de l'air qui affecte la chute des objets. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le vide dans la salle. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. Hey, sérieux, là, c'est pas une petite chambre à vide, là, je veux dire. 8, 7, 6, 5, 4. On dirait qu'ils sont en train de lancer un vaisseau spatial. 2, 1, release. On voit qu'il reste de l'air un petit peu parce que les plumes bougent à peine. Mais, bouge pas bien, hein? Ils ont quand même mis une petite tune nice en arrière de ça, là. Ça fait un build-up dramatique, là. Franchement, là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Tu sais, c'est une gang de physiciens et d'ingénieurs qui sont impressionnés par ça. Les gars, ils travaillent là littéralement, là. Mais bon. Moi, je trouve ça quand même, tu sais, c'est mon petit côté physicien nerd, là. Je veux dire, moi, je trouve ça impressionnant. C'est niaiseux, mais c'est impressionnant en même temps, là. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. C'est là qu'il faut bien écouter, ok? Donc Newton nous dit quoi? Ben oui, c'est normal que les deux objets tombent au même rythme. Les deux sont soumis à la même force d'origine gravitationnelle. Donc comme ils subissent la même force, ils vont avoir la même accélération. Okay? Ça, c'est l'interprétation de Newton. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Là, il faut faire un petit peu attention. Là. Ça, c'est un peu pour l'effet, je trouve. Okay? C'est sûr qu'on dit quand on dit ils sont pas en train de tomber, attends un peu, ça dépend du point de vue. Du point de vue de quelqu'un qui est dans le laboratoire et qui les voit tomber, ils sont clairement en train de tomber. Mais un par rapport à l'autre, ils sont immobiles, une par rapport à l'autre. Okay? Donc, ils sont immobiles. Pour la boule de bowling, là, la boule de bowling, elle peut bien décider qu'elle est immobile. Là. La boule de bowling, elle sent pas de force qui agit sur elle présentement. Là. Okay? Donc, elle n'est pas soumise à aucune force, la boule de bowling. Puis la plume qui est à côté d'elle non plus. Là. Localement, je reviendrai sur le localement. Localement, c'est impossible de montrer qu'il y a une force entre ces deux objets-là. Là. Je veux dire, les deux objets tombent ensemble. Okay? Ils sont immobiles l'un par rapport à l'autre. C'est impossible de comprendre qu'ils sont en mouvement. Et là, la clé. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. Okay. So he concluded
they weren't. OK? He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Donc, ce qu'on dit ici, les de pub par rapport, on dit, imaginez maintenant qu'on enlève le background. OK? La seule raison pourquoi on voit les deux objets qui sont en mouvement, c'est parce qu'on les voit bouger par rapport au background. OK? Si on enlevait le background, on ne pourrait jamais deviner que ces objets-là sont en mouvement. Donc, c'est quoi la conclusion d'Einstein? C'est de dire, ben, il n'y a pas de force qui agit sur les deux objets. OK? La masse gravitationnelle et la masse inertielle, c'est impossible de les distinguer. C'est la même chose. Donc, Einstein va renverser un peu cette approche-là de dire qu'on cherche des différences entre ces deux affaires-là. Einstein va dire non. C'est impossible de distinguer l'action de l'inertie et l'action de la gravité. Ces deux concepts de masse-là sont équivalents. Okay? Complètement équivalents. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe d'équivalence. De dire que si vous faites d'une part une expérience pour, mettons, déterminer l'accélération gravitationnelle à la surface de la Terre, où vous faites juste laisser tomber une balle puis vous mesurez le temps que ça prend pour qu'elle tombe, vous allez déterminer un certain temps, vous allez déterminer une certaine accélération gravitationnelle. Mais si vous faites l'expérience dans une fusée qui n'a pas de fenêtre, puis vous laissez tomber la balle, puis que vous mesurez le même temps pour qu'elle tombe au sol, vous allez mesurer la même accélération. Est-ce que c'est la cause d'une force dans ce cas-là? Non. C'est juste que c'est une trajectoire purement inertielle. La balle, à partir du moment où vous la lancez, elle garde la même vitesse, puis la fusée continue d'accélérer en dessous. Donc, comme c'est impossible de distinguer entre ces deux situations-là, Einstein en conclut que la gravité n'existe pas. Okay? Donc, ça, c'est peut-être le bout de flyer. Okay? Mais c'est comme ça qu'on généralise à des référentiels qui sont accélérés. Un référentiel accéléré, tout ce que ça fait, c'est que ça simule une force gravitationnelle. Okay? Mais quand on dit que ça simule une force gravitationnelle, c'est que dans le fond, la force gravitationnelle n'existe pas. Les objets qui ne sont soumis qu'à la gravité, dans le fond, ils ne sont pas soumis à aucune force. Ils voyagent, ils sont, on pourrait dire qu'ils sont immobiles, mais surtout, ils voyagent sur des trajectoires qui sont inertielles. Si vous avez la Lune qui est en orbite autour de la Terre, puis je n'avais glissé un mot déjà, la Lune qui tourne autour de la Terre, on pense qu'elle est attirée par la force gravitationnelle exercée par la Terre, mais ce n'est pas le cas. Elle se déplace en ligne droite à vitesse constante. C'est juste que l'espace dans lequel elle se déplace est un espace qui est courbé sous la présence de matière. Donc le rôle de la masse, c'est pas de créer une force dans la vision d'Einstein. Le rôle de la masse, c'est de courber l'espace-temps à proximité de la masse. C'est ça qui fait qu'un objet, comme par exemple un satellite qui est sur une orbite circulaire ou semi-elliptique, va tourner en rond. Il se déplace en ligne droite à vitesse constante dans un espace-temps qui est courbe. Je vous en avais déjà glissé un exemple de ça. Imaginez que vous décidez que vous marchez en ligne droite à vitesse constante à partir d'aujourd'hui. Que vous faites juste marcher en ligne droite à vitesse constante, vous sortez de chez vous, là, puis vous marchez de façon indéfinie. Si vous faites 40 000 km environ, vous allez accomplir la circonférence complète de la Terre. Vous allez revenir sur vos pas. Vous allez retrouver votre position de départ. Est-ce que vous avez tourné? Non, vous vous êtes déplacé en ligne droite à vitesse constante. C'est juste que comme vous vous déplacez sur un espace qui est courbe, vous allez finir par revenir sur vos pas. Okay? Donc, c'est ça, la grosse vision d'Einstein sur la gravité, c'est de dire que la gravité n'est pas une force. La gravité est juste la manifestation de la courbure de l'espace-temps sous l'action de la masse, mais les objets soumis à de la gravité, c'est juste qu'ils se déplacent en ligne droite à vitesse constante, mais dans un espace-temps qui est courbé par la présence de masse. Okay? Donc, on a l'impression qu'il tourne en rond. Donc là, si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est une bonne approche, ce qui est fortement défendable comme réflexe, on va se dire, oui, mais d'abord, si Newton prédit la même chose qu'Einstein, comment est-ce qu'on peut séparer ces deux théories-là? Laquelle a vraiment raison? Okay? Ben, il y a différentes prédictions qui sont faites par Einstein puis par Newton. Entre autres, Einstein nous dit que les objets voyagent en ligne droite dans un espace-temps qui est courbe. Indépendamment de leur masse. Okay? Un photon en particulier va
va voir sa trajectoire déviée par la présence de masse. Donc, quand vous avez, par exemple, le Soleil courbe l'espace-temps autour de lui. La lumière qui provient d'une étoile lointaine va dévier, va suivre une géodésique, va suivre une trajectoire inertielle dans un espace-temps courbé. Donc, la présence de masse va faire dévier la lumière alors qu'il n'a pas de masse. Si c'est Einstein qui a raison, si c'est Newton qui a raison, puis qui dit que la grandeur de la force dépend de la masse de l'objet, si c'est un photon, OK, sa masse est zéro, il ne devrait jamais ressentir de force gravitationnelle, OK, pour un photon. Donc, il ne devrait jamais dévier en présence de matière. Pourtant, la lumière dévie quand elle passe proche de la matière. C'était établi expérimentalement en 1919, si je me souviens. Il faudrait aller voir l'expédition d'Eddington pour aller tester la relativité générale. Je vous retrouverai la date là. Je cherche mon curseur, évidemment. Là. Eddington. Eclipse. Je suis pas mal sûr que ça va m'amener là. L'éclipse, l'expérience d'Eddington, exactement. 1919. OK, le 29 mai 1919, ils ont été vérifiés en Afrique de l'Ouest, puis au Brésil. Là, ils ont observé une éclipse du Soleil. Puis ce qu'ils ont observé, en fait, c'est qu'ils ont observé une étoile qui était, mettons, vous avez le Soleil, puis une étoile derrière le Soleil. Ben, la lumière a passé proche du Soleil, puis elle s'est emmenée jusqu'à notre œil, un peu comme sur la figure qui est ici. Là. Okay. Donc, la lumière, normalement, l'étoile est cachée par le Soleil, mais la masse a fait courber le passage de la lumière, puis nous, on a vu une position apparente pour l'étoile, d'une étoile qui est dans les faits cachée derrière le Soleil. On a aussi depuis observé différents objets comme ça. Par exemple, ça c'est la croix d'Einstein. C'est 4 images du même quasar qui sont prises derrière une masse. Donc vous avez une masse importante qui fait dévier le passage, qui fait dévier la lumière d'un objet qui est situé encore plus loin. On appelle ça du lensing gravitationnel, un phénomène de lentille gravitationnelle. C'est utilisé de nos jours même pour détecter la présence de trous noirs trop peu massifs pour être observé à l'œil nu. Je pense que c'est une simulation, celle-là. Donc, vous avez une galaxie hyper massive au centre. Ça fait dévier la lumière. Ça agit comme une lentille pour la lumière qui est d'une galaxie qui est située derrière elle. Vous avez des simulations. Mais si c'est des simulations, là, je suis pas mal sûr, là, de mémoire, il faudrait que je retrouve les sources. Là. Mais vous voyez un peu, toutes les galaxies, les images sont comme courbées. Vous avez des galaxies super massives qui vont faire dévier la lumière d'une étoile, d'un quasar qui est situé encore plus loin qu'elle. Puis ça, juste pour vous donner une petite idée, on parlait d'expansion de l'univers, puis tantôt de dimension de l'univers, tout simplement. Là. Ça, c'est Hubble Deep Field, c'est une très petite partie de l'espace. Là. Je veux dire, c'est quand on dit très petite partie, prenez une image, prenez une photo. Ça, c'est Hubble qui a pris une photo du ciel, mais une partie de l'espace plus petite que la pleine lune. Là, okay, là? Donc, prenez une partie plus petite que la pleine lune, puis vous laissez le télescope exposé là-dessus pendant des jours et des jours et des jours. Là. Il y a eu, je ne me souviens plus combien d'heures d'exposition qui ont été accumulées pour voir ça. Sur cette photo-là, chaque point est une galaxie. Okay, donc, ils ont pris une des régions les plus sombres qu'ils étaient capables de voir où il n'y avait rien. Puis ils ont laissé le shutter ouvert, ils ont laissé l'obturateur ouvert pendant je ne sais pas combien de temps. Puis ils ont vu apparaître tranquillement ça. Okay? Là-dessus, chaque point est une galaxie. Okay? Pour mettre les choses en perspective, notre galaxie renferme environ 100 milliards d'étoiles. Okay? Donc vous avez dans une région plus petite que la pleine lune du ciel, tout ça de galaxies qui contiennent chacune une centaine de milliards d'étoiles. Donc, essayez de vous imaginer okay, la grandeur de tout ça. Okay, comment ça se fait qu'on... Tu sais, je sais, on ne pense pas à ça. Comment ça se fait qu'on est ici en train de se parler de ça? Je dis, moi, ça, là, je trouve ça fascinant à combien d'égards. Je veux dire, l'univers est immense. Ça n'avait pas de rapport quand c'est grand. Puis nous, l'univers, dans le fond, qu'est-ce que ça a fait depuis le Big Bang? Ça l'a engendré des planètes, engendré des étoiles. La vie est apparue sur la Terre. Puis aujourd'hui, on est en train de réfléchir même à l'existence de l'univers, alors qu'on en est le produit. Donc l'univers a fabriqué, a produit quelque chose, l'être humain,
qui est quelque chose qui maintenant réfléchit sur sa propre existence. Si ça, vous trouvez pas ça flyé, là, ben, en tout cas, on s'en reparlera parce que ça n'a aucun sens. Ok? Donc, je vous laisse sur ces paroles. Pensez-y un petit peu, là, si vous regardez dans dans le reste du document, je vous ai laissé un petit document qui s'appelle Monsieur Tompkins au Pays des Merveilles. C'est écrit par George Gamow, si je me souviens. C'est un petit texte qui dit à quoi ressemblerait notre perception de l'environnement si la vitesse de la lumière était beaucoup plus faible, 25 km/h ici. Là. Okay? Donc, les effets de dilatation du temps, contraction des longueurs, puis tout, là. On en parle là-dedans. Puis, prochain cours, on va aborder l'étude de l'effet Compton, okay? Qui est comme je vous disais, là, évidemment, tout ça qui est amené par Einstein, ça passe pas comme une lettre à la poste. C'est des très grosses hypothèses. Dans le fond, c'est contre-intuitif à plein de niveaux. Plus les affirmations sont grandes, plus les preuves doivent être importantes. Puis Compton a entrepris de démontrer d'un coup la validité de la relativité, puis du modèle du quanta avec une seule expérience, avec un succès absolument spectaculaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit pour le prochain cours.